Importés au niveau de l'AIBD. 91 cas ont été recensés en moins de 20 jours. Ce mardi, aucun cas contact n'a été enregistré, mais 18 proviennent de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Nous aurons la réaction du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Fin de délai d'incubation de la Covid-19 à Touba après la célébration du Magal. Le comité d'organisation face à la presse pour tirer le bilan de l'édition 2020. Sur l'international, nous irons en Guinée après les nombreuses manifestations suite à la sortie de Cellou Dalein Diallo, s'autoproclamant vainqueur du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Le point, ce sera avec Amadou Ouri Bari, notre correspondant à Conakry. Nous irons également à Abidjan pour retrouver notre correspondant Justin Assalé. Il va nous parler de l'attaque contre les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody par des individus armés. Info Éco complète cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, bataille rongée entre population et mécaniciens établis à Lansar près du Pont Thiaroye. Les mécaniciens déguerpis refusent d'obtempérer. Selon la mairesse de la localité, cette occupation anarchique accentue l'insécurité dans la localité. Fatou Bintou Ndiaye, députée maire de Tivaouane Diacksao, réagit au micro de El Hadj Moussa Thiam. Dans leur maison à cause de cet encombrement. C'est pourquoi la mairie aussi a tout fait avec ses maigres moyens pour venir en appoint à cette population pour déguerpir ces mécanismes. On les a convoqués à la mairie en 3 reprises. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Ils étaient au courant de tout. On l'avait fait en 2018. Ils sont revenus encore. Cette fois-ci, ça ne sera pas pareil comme 2018. On va en finir avec cet encombrement. C'est ça le problème. S'il y a un projet après, mais avant de parler du projet, on parle d'abord du déguerpissement. Il faut d'abord déguerpir et ensuite parler des projets. Si je ferais un arrêté à un collectif qui est là pour faire le suivi avec la police. Ici, à Poste Thiaroye, on devait avoir un autre visage. Tout qui passe par Poste Thiaroye. Tout le monde qui sort par Poste Thiaroye. Thiaroye ne doit pas avoir ce visage. On doit l'embellir, enlever cet encombrement. C'est ça que je suis en train de faire, pas autre chose. Ils ne payent rien, ils ne font rien, ils n'apportent rien à la population ni à la mairie. Aucune recette n'entre dans cette commune. Et encore même, ils n'habitent pas dans cette commune. Mais comment faire? On va les faire sortir de notre commune et nous laisser notre espace pour en faire autre chose. Ça nous a gênés, beaucoup gênés. Il y avait beaucoup de difficultés. Surtout là, si bien dit, la sécurité, les agressions, tout se faisait par là. Les malfaiteurs venaient se cacher ici. Et je comprenais leur choix. Moi aussi, j'ai pris ma disposition pour les déguerpir ici. C'était Fatou Bintou Ndiaye, la mairesse de Tivaouane Diacksao, qui réagissait donc suite aux échauffourées entre les populations et les mécaniciens déguerpis de Lansar près du Pont Thiaroye. Les étudiants orientés dans le privé exigent l'annulation et de l'exclusion de leur coordonnateur Babacar Fall. Ce dernier a été exclu lors des examens de BTS par le président du jury au centre de la Fosse alors qu'il défendait la cause de ses camarades. Ces étudiants menacent de se faire entendre si leur camarade n'est pas réintégré. Nous écoutons pour les détails le secrétaire des étudiants orientés dans le privé. Il se nomme Ansouman Fati. Il est avec Aïssatou Gueiba. Pourquoi votre camarade a-t-il été exclu? Monsieur le coordinateur Babacar Sall, lors des examens, il était devant le président du jury. Il a juste dit que le sujet ou les épreuves n'étaient pas à notre portée. Parce que nous avons raté beaucoup de cours. On n'a pas fait les cours présentiels. Et puis, ce n'est pas tous les étudiants qui ont les moyens pour faire les cours via plateforme. N'oubliez pas aussi que nos camarades, il y a beaucoup de nos camarades qui habitent aussi dans des villages très reculés. Bon, pour accéder à la connexion, c'est tout à fait des problèmes. Raison pour laquelle beaucoup n'ont pas fait les cours comme il le faut et sont rendus au lieu. C'est l'examen du BTS qui ont un diplôme d'État, très sérieux même. Et l'État vous autorise de faire le BTS une seule fois. Deuxième fois, quand tu n'as pas ton BTS, on t'exclut. Je peux dire. Vous jugez que votre camarade a été exclu injustement? Oui, je peux dire, je peux témoigner aussi. Parce que, comme disait mon frère, nous sommes dans un État
de droit. Et puis quand vous voyez, ou bien quand vous connaissez très bien vos droits, il ne faut pas rester dans le mutisme. Il faut extérioriser, il faut le dire, il faut oser le dire. Nous interpellons l'administration compétente, le gouvernement, y compris le ministre chargé de la formation professionnelle, M. Dame Diop, à revoir leurs décisions et mettre ce bas-blesse au cœur de leurs préoccupations. Sinon, dans les jours à venir, à défaut d'une réponse sur cette affaire, nous allons descendre dans les rues. Et tant que cette sanction n'est pas enlevée, nous serons toujours dans ce combat. Ansoumana Fati, secrétaire général des étudiants orientés dans le privé. Un mois après la mort tragique en Libye du Sénégalais Abdoulaye Baldé, sa famille continue de réclamer justice. Le jeune Sénégalais âgé de 29 ans a été abattu avec une arme à feu à bout portant suite à une altercation. L'un des proches du défunt Bambé Boiro s'en explique au micro de Adja Ndaye Mariam Diaye. Le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba avait pris des engagements pour la famille, pour soutenir la famille, mais depuis lors, il n'arrive pas à en faire quelque chose. C'est bien beau ces engagements qu'il a pris au niveau de la famille, mais nous voulions que justice soit faite dans cette affaire. C'est ce que nous attendons de leur part, c'est ce que nous attendons de la part de l'État du Sénégal, mais rien n'a été fait. Il ne faut pas que quelqu'un il a été tué dans ses services, il avait un patron, mais qu'il devrait y avoir une indemnisation, mais cette indemnisation, c'est à eux qui devaient suivre le dossier. Il ne faut pas que le gars est mort, ils oublient ça comme ça, personne n'en parle. Ce n'est pas normal qu'un jeune Sénégalais soit assassiné de manière vraiment qui touche tout le monde de manière illégale. Donc que ça se passe comme ça. Et puis c'est un Sénégalais. Donc il devrait faire quelque chose, que justice soit faite. Nous avons pleuré partout pour que justice soit faite, mais il n'y a personne entre eux qui est là pour intervenir. Voilà. La famille insiste encore vraiment pour que justice soit faite, parce que bien beau les engagements que le ministre a pris, mais c'est bien, mais ce que nous attendons de leur part, que justice soit faite dans cette affaire pour que que le Sénégal puisse savoir qu'on a tué un fils du Sénégal dans ses services de manière délicate, de manière illégale. Donc voilà. Sud FM, l'info, c'est ici. Et nous parlons de la situation de la Covid-19 au Sénégal avec la recrudescence des cas importés, 43 cas enregistrés ces 3 derniers jours. Pour stopper cette nouvelle source de propagation, des mesures ont été prises dès demain mercredi. Seuls les passagers avec un test négatif seront autorisés à débarquer et les tests devront être effectués 5 jours auparavant. Les précisions avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Ces derniers jours, les services de mon département ont enregistré un nombre important de cas importés, surtout au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. En effet, sur la période allant du 1er au 19 octobre 2020, 91 cas importés ont été enregistrés sur un total de 440 cas positifs, soit un taux de 22%. Sur les 2 derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur 41 cas positifs, soit un taux de 61%. Aujourd'hui, sur les 27 cas confirmés, les 18 sont des cas importés. Cette situation interpelle principalement les voyageurs et les compagnies qui les transportent. Mon collègue chargé des transports aériens avait pris une circulaire à la date du 13 octobre 2020 pour préciser les conditions sanitaires d'embarquement des passagers à destination du Sénégal. C'est une mesure que nous avons saluée, mais elle n'a pas permis à la situation d'évoluer favorablement à l'entrée des frontières aériennes. Ainsi, au regard de la situation actuelle, nos 2 départements prendront dès demain les dispositions idoines afin que la dite circulaire soit d'application immédiate et permette ainsi de mettre fin à l'importation des cas Covid-19. Autrement dit, à partir de notre séance de demain, tout passager entrant au Sénégal devra disposer d'un test négatif. En outre, la durée du test RT-PCR Covid-19, qui est actuellement fixée de 7 jours, sera ramenée à 5 jours.
C'était le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui annonçait donc un test négatif de 5 jours désormais exigé à tout passager embarquant pour le Sénégal. Décision ou arrêté qui entre en vigueur demain mercredi à l'AIBD. Aujourd'hui, ce mardi donc 20 octobre, sur les 27 cas recensés, 18 sont issus donc des cas importés de l'AIBD. Les 9 autres sont des cas communautaires. Le détail avec Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. 816 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Aucun cas contact suivi par nos services sur les résultats de ce jour. Nous avons 18 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Guédiawaye 2, Louga 2, Fann 1, Khombol 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1 et Thiès 1. 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 19 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 459 cas ont été déclarés positifs, dont 13 922 guéris, 320 décédés et donc 1216 patients sous traitement. Le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, qui nous donnait donc le point de la situation du jour de la Covid-19. Parlons toujours de santé après la Covid-19, place au cancer, notamment du sein chez l'homme, une maladie rare mais qui n'existe pas connue des populations. Cette pathologie affecte la majeure partie des hommes de plus de 60 ans. Josette Kali. Dès qu'on parle du cancer du sein chez l'homme, c'est un flou total et la question étonne plus d'un. À vrai dire, vous êtes la première à me dire ça. Non, je n'ai jamais entendu de ça. J'ai entendu que le cancer du sein avec les femmes, généralement. Donc, ce dont je suis au courant, c'est le cancer au niveau des femmes. Je n'ai jamais su que l'homme peut être atteint du cancer du sein. Une ignorance du sujet face à laquelle ce monsieur interpelle les autorités sanitaires à plus d'informations. Ça, c'est au niveau des médecins qui peuvent traiter ça, divulguer pour que les gens le sachent. Et comment encore ça se manifeste? Parce qu'on ne sait pas aussi les signes, comment ça se manifeste chez l'homme. Ça aussi, nous, on ne sait pas. Plus d'informations, divulguer ces informations pour que les gens puissent comprendre que ça peut être atteint au niveau de l'homme aussi, quoi. Très inquiet, Saliou compte prendre les devants dorénavant pour se prévenir. Probablement, parce que ça a réveillé ma curiosité. Je ne savais pas, donc je vais chercher et essayer d'en connaître davantage. Même s'il est toujours méconnu du grand public, le risque de développer le cancer du sein pour un homme augmente avec l'âge. Le cancer du sein est plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes de plus de 60 ans. Kali, faisons plus ample connaissance avec le cancer du sein chez l'homme avec le chirurgien cancérologue professeur Sidika. Tout d'abord, comprendre que le cancer du sein existe chez l'homme. Là où on travaille à Dantec au service de cancérologie, on peut dire déjà globalement que le cancer du sein de l'homme est rare, très rare comparé au cancer du sein chez la femme. Quand on fait la revue des dossiers, globalement, c'est comme c'est décrit dans la littérature, inférieur à 1% de tous les cancers du sein. On remarque quand même que les cancers du sein comptent pour moins de 1%. Les signes d'abord, ce n'est pas très différent du cancer du sein de la femme. Vu que quand même les morphologies des seins ne sont pas les mêmes. Dans le cancer du sein chez l'homme, c'est différent parce qu'on voit que le sein de l'homme est rudimentaire, en tout cas au premier regard, sur la peau de la poitrine. Et derrière cette tache, si on palpe, on touche à peine une petite boule de glande. Donc du coup, quand un cancer se développe chez l'homme, il a tendance à tout de suite être étendu à la peau. Donc ce sera pas sous forme d'une boule mobile dans le sein comme chez la femme, ce sera sous forme d'une
lésions qui concernent d'emblée la peau. Et quand c'est le cas, c'est déjà un stade avancé. Donc c'est ça la particularité. Ça fait mal, c'est douloureux. On peut y trouver un phénomène de peau d'orange comme chez la femme. Du sang peut sortir. Le traitement est identique. Il faut d'abord faire un stade, c'est-à-dire savoir si c'est local ou bien s'il y a des ganglions au niveau de l'aisselle ou bien s'il y a des métastases à distance. Il faut aussi voir la biologie de la tumeur du cancer. Est-ce que c'est un cancer hormonodépendant? Et les traitements sont les mêmes. Ce sera de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie qui est le traitement principal. Et ensuite, ce sera les traitements palliatifs. Et peut-être au point de vue de la chirurgie, les types de reconstruction mammaire qu'on pourrait proposer à la femme ne sont pas proposés à l'homme. Pour l'homme, il suffit juste de tatouer une tache pour reconstituer le sein. Docteur, professeur Sidika, chirurgien cancérologue, qui nous a permis de faire plus ample connaissance avec le cancer du sein chez l'homme. Un pic de chaleur très intense touche le pays depuis plusieurs jours, une situation qui indispose les personnes âgées qui restent très vulnérables. Adji Fatou Bari. La vague de chaleur persistante ressentie depuis quelques jours dans le pays, notamment à Dakar, cause d'énormes ennuis à certains bien plus qu'à d'autres. C'est le cas des personnes âgées. Les périodes de forte température exposent le sujet âgé non seulement à la complication qu'on redoute le plus, mais qui est rare, c'est l'ensoleillement, mais surtout les complications liées à la déshydratation. Professeur Mamadou Koumé est le chef du service de gériatrie du CHU de Fann. Le sujet âgé est en état de déshydratation latente parce qu'il y a une diminution un peu du seuil de la soif. Les personnes âgées ont, même si elles ont besoin d'eau, la soif n'est pas ressentie parce qu'il y a une diminution du système de thermorégulation. Ajouté à cela, souvent, les personnes âgées prennent des médicaments tels que les diurétiques pour soigner la tension. Parce qu'elles sont jugées vulnérables du fait de leur âge avancé et de certaines comorbidités, des gestes utiles s'imposent pour éviter aux personnes âgées la déshydratation. Les personnes âgées ne doivent pas sortir aux heures chaudes de la journée. Éviter de sortir à partir entre 11h et 14h, 15h, c'est une série très chaude. Et surtout, elles doivent s'hydrater régulièrement. Au minimum, en moyenne, 1,50 litre par jour. Et si la personne âgée sort, qu'elle essaie de se couvrir avec un chapeau, porter des habits blancs. Leur alimentation également doit être surveillée de près et le gras et le sucré sont à bannir. Professeur Koumé de mettre en garde en ce contexte de Covid sur les risques d'infection pulmonaire, ce qui peut être un danger pour les personnes âgées. Pour rappel, l'agence météorologique, l'ANACIM, explique le phénomène par l'émission de gaz à effet de serre, signe que le réchauffement climatique s'accélère du fait des activités de l'homme. Sud International nous mène tout d'abord en Guinée. De nombreuses manifestations ont été relevées ça et là suite à la sortie de Cellou Dalein Diallo, s'autoproclamant vainqueur du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Le point, c'est avec notre correspondant permanent à Conakry, Amadou Mouribari. Juste après la sortie de Cellou Dalein Diallo, ce lundi qui a proclamé sa victoire avant même la publication des résultats par la CENI, ses militants et sympathisants sont sortis un peu partout dans le pays pour savourer la victoire que s'attribue leur leader. Dans la haute banlieue de Conakry, les forces de l'ordre ont fait une descente musclée pour disperser ces militants et sympathisants de l'UFDG. Au cours de cette intervention, des gendarmes et policiers sont accusés d'avoir tiré à bout portant sur 2 jeunes garçons qui sont morts dans la soirée de ce lundi. D'autres habitants de cette zone favorable à l'opposant ont enregistré des dégâts matériels importants avec des boutiques saccagées, des concessions vandalisées et plusieurs personnes blessées. À l'intérieur du pays, notamment Kissidougou, situé à 400 km de la capitale, des militants de l'UFDG et ceux du parti au pouvoir se sont affrontés. Là également, un jeune a trouvé la mort. Des boutiques incendiées. Au même moment, dans plusieurs autres localités de la Guinée, des échauffourées ont eu lieu entre militants d'une part et entre forces de l'ordre et partisans de l'autre. Après ces violences survenues, des observateurs de la communauté internationale se sont fendus d'un communiqué pour fustiger le comportement de l'opposant Cellou Dalein Diallo qui s'est autoproclamé victorieux alors que la centralisation des procès-verbaux se poursuit. L'Union africaine, la CEDEAO et l'Organisation des Nations Unies appellent tous les candidats à la responsabilité et de respecter les dispositions à la loi qui confèrent seule la Commission électorale nationale indépendante de publier les résultats. Par ailleurs, ces observateurs estiment que le vote de ce dimanche s'est déroulé dans la transparence.
S'agissant des résultats, les opérations de dépouillement se poursuivent dans plusieurs circonscriptions électorales du pays. Aucune tendance ne se dessine puisque les journalistes sont interdits d'accès des commissions administratives de décentralisation qui sont bouclées par des gendarmes, mais aussi des militaires. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari, pour Sud FM. Amadou Ribari, merci. Nous quittons Conakry où vous nous écoutez sur www.sudfmsenradio.com pour nous rendre en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan où des affrontements en étudiants et individus armés ont eu lieu aujourd'hui sur le campus universitaire d'Abidjan-Cocody, des affrontements qui ont fait de nombreux blessés. Une grève de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire pour réclamer la suppression des frais annexes dans les établissements scolaires, secondaires et universitaires serait à l'origine de cette attaque. Correspondance Justin Assalé. Selon le secrétaire général de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Sinclair Allah, c'est une centaine d'individus qu'il qualifie d'assaillants qui sont venus ce matin attaquer à la machette les étudiants sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Nous avons pu mettre la main sur 3 pour le moment, a-t-il dit à la mi-journée, avant d'ajouter que c'est plus d'une centaine de badauds armés qui vont être remis à la police. En effet, la FESI, qui avait lancé un mot d'ordre de grève de 72 heures à compter du lundi 19 octobre 2020, a eu une rencontre avec les autorités ivoiriennes et s'apprêtait à suspendre son mot d'ordre de grève pour la reprise normale des cours lorsqu'intervient cette attaque dont elle ignore encore les motifs. Sinclair Allah, le secrétaire général de la FESI, interpelle donc les autorités ivoiriennes sur la nécessité de régler le problème dans leur contexte. Cette attaque de l'université Félix Houphouët-Boigny par des individus armés vient s'ajouter à une situation socio-politique déjà confuse en Côte d'Ivoire à l'approche des élections présidentielles du 31 octobre prochain. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Merci à Justin Assalé, notre correspondant en Côte d'Ivoire. De violents incidents ont éclaté dans la matinée au Nigeria en marge des manifestations de la jeunesse contre le pouvoir, notamment à Lagos. Un couvre-feu de 24 heures a été imposé dans la capitale économique du pays. Les manifestations, je cite, pacifiques ont dégénéré en un monstre qui menace le bien-être de notre société. J'ai cité le gouverneur de l'État de Lagos. L'ambassadrice de France au Liban, Anne Griot, ainsi que plusieurs agents de l'ambassade de France à Beyrouth ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé l'ambassade dans un communiqué publié mardi soir, aujourd'hui même donc, après que certains médias locaux aient relayé l'information. Vous l'avez compris, nous allons parler sport à présent avec la Ligue européenne des champions, la saison 2020-2021 qui démarre ce soir. Des matchs donc au programme PSG contre Manchester United. Chelsea sera face à FC Séville. Lazio Rome défie Dortmund, entre autres matchs au programme. Beaucoup de Sénégalais prennent part cette année à la Ligue des champions en termes de représentativité. Ils sont au total 17 joueurs. Une bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal. Intime conviction du journaliste sportif à l'APS, l'agence de presse sénégalaise Salif Diallo, joint par Odile Minkilan Panchaki. C'est normal qu'il y ait beaucoup de Sénégalais en Ligue des Champions. On sait que dans certains championnats, par exemple, il y a 4 équipes qui participent à la Ligue des Champions, qui est la crème des compétitions de clubs. Maintenant, il y a participer. On sait que, par exemple, une équipe comme Liverpool de Sadio Mané participe pour aller chercher à gagner. Mais une équipe comme Başakşehir de Dembaba, c'est une équipe qui va essayer de participer pour prendre la 3e place. Ou Bruges de Crépin Diatta. Oui, mais c'est très bien. Je pense que c'est bien pour l'équipe nationale du Sénégal d'avoir des joueurs qui vont se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le monde. Être opposé aux plus grands joueurs du monde, c'est déjà bon. Quand ils viendront en équipe nationale, ça va être une continuité. Et ils vont rencontrer encore de très bons joueurs. Donc c'est bien, ça sera qu'un plus pour l'équipe nationale du Sénégal. C'était Salif Diallo, notre confrère à l'agence de presse sénégalaise Coupe CAF. L'affiche de la finale sera connue ce soir. La dernière demi-finale oppose à 19h le FC Pyramide d'Égypte au Aurora FC de la Guinée. Le vainqueur de cette rencontre défie en finale la Renaissance sportive de Berkane qui s'est imposée hier devant Hassanian Agadir par 2-1 lors de la première demi-finale.
Sud FM, l'invité du jour. Ce 18h, nous recevons le président de l'association des blogueurs de la Guinée, Mamadou Alpha Diallo, avec Babacar Samb. Mamadou Alpha Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des blogueurs de Guinée. La présidentielle en Guinée, on en parle. Le candidat Cellou Dalein Diallo a pris de vitesse la CENI et revendique avoir remporté la présidentielle guinéenne. Déclaration qui a suscité quand même de vives réactions, mais aussi des tensions en Guinée. Alors, comment appréciez-vous cette sortie de Dalein? Comme beaucoup d'observateurs, moi je pense quand même que cette sortie de M. Cellou Dalein Diallo est un peu prématurée. Elle est un peu prématurée et s'inscrit beaucoup plus dans une stratégie politique où il veut instaurer un rapport de force avec le pouvoir. Et malheureusement, cette déclaration a quand même provoqué des tensions. Bon, des scènes de liesse beaucoup plus à Conakry, mais avec l'intervention des forces de défense et de sécurité, on a assisté à beaucoup de violences, en tout cas des morts même, qui sont signalées. Et des violences aussi dans certaines parties de la Guinée, comme à Kissidougou, à Zérékoré. Mais tout ça s'inscrit dans une stratégie politique que Cellou Dalein, en tout cas la façon dont les choses se passent, montre que c'était préparé et que c'est une stratégie globale qu'il est en train de dérouler. Le camp Dalein avait pourtant prévenu qu'il communiquerait ses propres résultats sans consulter la CENI, craignant de se faire voler la victoire, comme cela fut le cas selon les partisans de Dalein en 2010 et 2015. Cette sortie ne reflète-t-elle pas donc un manque de confiance entre les deux partis? Cellou Dalein a eu à le dire, il ne l'a pas caché depuis qu'il a accepté de se présenter, de participer à cette élection-là. Il l'a dit, je pense que même Alpha Condé avait accusé Cellou Dalein de vouloir se déclarer candidat au soir du 18 et de se réfugier dans une ambassade. Cellou Dalein a rectifié en disant que non, il comptait bien se proclamer, mais il ne se cachera nulle part. Il sera là parce qu'il serait le président de la République de Guinée. Donc cela dénote qu'il y a quand même une stratégie de Cellou Dalein qui est conçue, qui est prévue depuis, et donc qu'il est en train de dérouler là. Voilà. Et cela dénote quand même d'un manque de confiance mais extraordinaire de beaucoup de citoyens guinéens, notamment ceux qui sont favorables à l'opposition aux différentes institutions de ce pays-là. Et ce qui peut conforter cette position, c'est l'attitude que toutes ces institutions ont eue face à la volonté de M. Alpha Condé d'avoir un troisième mandat, alors que la Constitution de 2010 l'interdit carrément. Et la Constitution de 2010 d'ailleurs verrouille cela, mais c'est la façon dont toutes ces institutions-là, qui sont un de ces maillons essentiels de ce processus électoral-là, ont pu participer à un moment ou à un autre à faire de cette volonté de M. Alpha Condé d'avoir un troisième mandat une réalité. Donc cela laisse quand même, jette un discrédit sur ces institutions-là et font que très peu de citoyens sont dans une logique de n'aime absolument pas accepter un résultat défavorable qui émane de ces institutions-là, qui à leur avis sont caporalisées par M. Alpha Condé et par ses partisans. Alors aujourd'hui, quelle est l'urgence? Alors l'urgence pour nous, c'est de vraiment éviter la violence d'abord, éviter la violence et accompagner la CENI pour que la CENI programme des résultats transparents, pour que les résultats reflètent réellement le vote, le choix exprimé par les Guinéens. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation où les risques de violence sont très 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 grands, et parce que vous avez une sorte de cassure du pays en deux, entre les deux principales communautés du pays, et quoi qu'il arrive, les résultats seront en défaveur d'une de ces entre guillemets communautés, et le risque de violence, de réaction violente est énorme. Vous avez vu les partisans de Cellou Dalein Diallo qui manifestent leur joie, et alors que les partisans de M. Alpha Condé attendent, mais quoi qu'il arrive, les résultats seront en défaveur d'une de ces parties-là, et le risque qu'il y a, c'est quand même d'avoir une sorte d'embrasement, en tout cas dans certaines régions du pays. Mamadou Alpha Diallo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des blogueurs de Guinée. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie.
Bonjour et bienvenue. Le secteur de la pêche artisanale, malgré le soutien de l'État, vit des moments sombres, selon le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs, Moustapha Dian. Parce que non seulement on nous avait parlé de montant dérisoire de 2 milliards pour tout le secteur de la pêche, de Saint-Louis jusqu'à Casamance, Cap-Fontaine, et tous les segments y compris, que ce soit la pêche, le mareyage, la transformation, on nous avait parlé de cette envoi insignifiante. Et depuis, il n'y a eu encore aucun financement, d'autant plus qu'on nous parle de crédit. Ce n'est pas de l'argent pour soutenir les pêcheurs, mais c'est des prêts qu'il faut rembourser à travers le crédit mutuel du Sénégal. Donc vraiment, les acteurs de la pêche qui sont les plus impactés ne peuvent pas dire qu'ils sont soutenus par rapport à la pandémie. Il alerte la conséquence immédiate de cette crise qui sévit dans la pêche artisanale et que les jeunes pêcheurs sont désormais les candidats à l'émigration. Tous les jeunes pêcheurs comptés sur la pêche pour vivre sont en train de s'embarquer dans des clubs au risque de leur vie pour aller vers les îles Canaries. Les enfants pêcheurs ont décidé d'immigrer. Et cette année, c'est différent des années précédentes. Parce que les années précédentes, c'était surtout des non-pêcheurs qui venaient demander à être transportés par des pêcheurs. De sorte que dans chaque Europe qui quittait le Sénégal pour aller vers l'Europe, sur 100 personnes, il y avait 90 non-pêcheurs et 10 pêcheurs membres d'équipage. Mais cette année, cette fois-ci, c'est tout à fait le contraire. Vous prenez une pirogue qui transporte à son bord 100 personnes, soyez assurés que les 90 sont des pêcheurs qui ont pris la décision donc d'abandonner la pêche et d'abandonner le Sénégal pour aller tenter leur vie ailleurs. C'est pourquoi c'est grave. C'est grave pour la pêche, c'est grave pour l'avenir de notre métier, c'est grave pour la sécurité alimentaire du Sénégal. Parce que la pêche, c'est la première source de devise pour le Sénégal. La pêche sur le plan des apports protéiniques, c'est la pêche qui apporte plus de 80% des protéines animales dont nous avons besoin. Maintenant, si nous avons plus de pêche, qu'est-ce que le Sénégal va devenir? C'est là notre inquiétude. Dans le prochain numéro, le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs va aborder la question des exportations. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. – 18h35 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Bataille rongée entre population de Lansar à Thiaroye et les mécaniciens d'Eguerpi. Fatou Bintou Ndiaye, la mairesse de Diacksao, dénonce et soutient que la présence de ces mécaniciens sur ce site favorise l'insécurité. Vous avez suivi sa réaction. Un test négatif de 5 jours désormais exigé pour tout passager embarquant pour le Sénégal. Décision qui entre en vigueur demain mercredi et qui fait suite à la multiplication des cas importés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. 91 cas ont été recensés en moins de 20 jours. Ce mardi, aucun cas contact n'a été recensé, mais 18 proviennent de l'AIBD. Vous avez également eu droit à la réaction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Fin de délai d'incubation de la COVID-19 à Touba. Après la célébration du Magal, le comité d'organisation face à la presse pour tirer le bilan de l'édition 2020. Sur l'international, donc la page internationale nous a mené tout d'abord en Guinée pour parler des manifestations après la sortie de Cellou Dalein Diallo qui s'autoproclame vainqueur du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Nous nous sommes également rendus à Abidjan où les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny ont subi des attaques par des individus armés. Vous avez eu droit aux correspondances de Amadou Wouri-Bari et de Justin Assalé. Info Eco a complété cette édition mise en onde par Aline Badara Socé. Merci à lui. Merci également à vous, auditeurs et auditrices de Sen Radio. À 19h, nous sommes mardi, comme tous les mardis. Vous avez rendez-vous avec Marie-Rosalie Ndiaye pour Allo Docteur. Auparavant, retrouvez Aïda Mariem pour Sud Éducation. Très bonne suite de programme. Sud Éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Tu lèves un genou. Sud Éducation. Info, astuces et conseils pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou et maintenant tu sautes.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce numéro 101 de Sud Éducation en compagnie de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'unité dans le discours parental. Et peux-tu nous définir le discours parental ? Bien sûr, le discours parental, c'est le contenu de ce que les parents transmettent à leurs enfants. C'est le contenu de l'éducation, en fait. C'est tout simplement l'éducation donnée aux enfants. C'est ça qu'on peut appeler le discours parental. Pourquoi est-il tellement important que ce discours soit le même de part et d'autre, que le papa dise la même chose que la maman ? Alors, c'est une vaste question. D'abord, pour des raisons évidentes, il est important pour un enfant que ses parents lui disent la même chose parce que l'enfant ne peut pas trancher. Donc, quand par exemple l'enfant veut regarder la télévision et qu'un parent lui dit tu peux regarder la télévision et qu'un autre parent lui dit tu ne peux pas regarder la télévision, eh bien l'enfant ne sait pas quoi faire. Enfin, il va faire ce qui l'arrange. Évidemment, il va choisir d'obéir au parent qui dit ce qu'il a envie de faire. Mais simplement, un enfant n'est pas suffisamment armé, il n'est pas suffisamment mûr pour pouvoir choisir entre ce que dit son père ou ce que dit sa mère. En dehors de ça, évidemment, c'est aussi déstabilisant pour lui, puisque quand il se retrouve dans une situation où il n'a pas de choix particulier, c'est-à-dire que il n'a pas de préférence en fait, eh bien il ne sait pas du tout quoi faire et peut-être qu'il va choisir de ne rien faire et donc finalement ça va faire tomber à l'eau complètement le discours et ça va faire tomber à l'eau surtout les intentions d'éducation que l'on met dans notre discours. Donc il est très important, c'est pour ça qu'il est important que les parents soient sur la même longueur d'onde et disent les mêmes choses et en fait et partagent le même projet éducatif, ce fameux projet éducatif dont nous avons souvent parlé. Donc ça veut dire que leur éducation soit basée sur le même système de valeurs et que lorsqu'ils transmettent quelque chose à leurs enfants, eh bien qu'ils le fassent sur les mêmes bases et l'un et l'autre. Mais alors, quelles sont les conséquences si ce discours, par exemple, n'est pas le même ? Quelles conséquences pourrait-il avoir sur les enfants, sur un enfant ?